Et puis, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce webinaire spécial loi de finances. Heu, on va commencer par les tests traditionnels de technique. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous voyez bien la présentation? Bonjour la Moselle. Oui, tout est bon? OK. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Heu, du coup, on va pouvoir commencer. C'est en diffusion aussi en parallèle sur Facebook. Donc, pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, si vous avez des questions, posez-les dans le fil Facebook. On essaiera d'aller les chercher et de les rapatrier, dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve, pour vous parler spécialement de la loi de finances, 2025 qui est en plein cours d'examen à l'Assemblée nationale avec les commissions. Donc, je vous remercie d'être présent ici et je remercie aussi Grégoire d'être présent, donc Grégoire Leclerc, président de la FNAE, qui va faire le déroulé avec moi du webinaire. Donc, Grégoire, je te laisse la main. Merci Axel. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien aussi, j'imagine, a priori. Écoutez, on est bien sûr ravis, comme l'a dit Axel, de vous retrouver une deuxième fois. On s'est vu hier soir pour une première diffusion, une deuxième ce matin. On va effectivement vous parler un peu donc, de ce fameux projet de loi de finances 2025 et également de la proposition de loi déposée par la députée Martine Froger. Et on va vous expliquer en fait ce qu'il s'est passé en termes d'attaque contre le régime, les résultats que nous avons obtenus et ce qu'il reste à faire, puisque vous allez le comprendre très vite, c'est pas complètement terminé. Voilà. Mais effectivement, il y a du son, j'espère que tout le monde nous entend. A priori, oui. On va passer, on va d'abord vous donner un petit peu de contexte sur donc alors l'ordre du jour, mais vous le connaissez déjà, hein. On va reprendre la diffusion sur Facebook, Axel, parce qu'elle vient de s'arrêter. Oui, je viens de voir, je m'en occupe de suite. Alors, pour avancer pendant que la technique travaille, donc quel sera le menu de ce webinaire? Ça tombe bien, il est midi et demi. On va vous parler du fonctionnement d'un projet de loi de finances. On va aussi vous parler de la loi Froger, puisque c'est quand même une loi, une proposition de loi qui nous impacte directement. On fera l'état des lieux de notre mobilisation. Où en sommes-nous? Quelles sont les batailles que nous avons menées avec la Fédé? Et pourquoi nous devons rester mobilisés, toutes et tous, sur la suite et au moins jusqu'au 31 décembre. Vous verrez pourquoi le 31 décembre. Alors, un peu de contexte technique. Je suis désolé, on en a parlé avec Axel avant de lancer ce webinaire. On vous donne un peu de contexte technique pour que vous compreniez à peu près comment ça se passe dans un projet de loi de finances et surtout quels sont les amendements qui sont déposés et comment ces amendements peuvent évoluer dans le temps. Donc, un projet de loi de finances, ça vient pour cadrer les recettes et les dépenses de l'État, en général pour l'année à venir. Un projet de loi de finances peut être rectificatif, donc on peut avoir un projet de loi de finances en cours d'année pour rectifier le projet de loi de finances voté en général vers le 29 ou 30 décembre de l'année précédente. Il va actualiser un certain nombre de textes, de lois pour projeter et affiner les recettes et les dépenses et en attribuer les destinations. Et c'est un projet qui est proposé et porté par le gouvernement à l'Assemblée nationale, mais évidemment, les députés, et d'ailleurs les sénateurs aussi, peuvent y déposer des amendements. Et donc, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et ces amendements sont étudiés soit en commission, soit en séance plénière. Et le texte est voté soit par l'Assemblée et le Sénat, soit dans le cadre d'une procédure qu'on appelle la procédure du 49.3, que je pense beaucoup de gens connaissent maintenant, puisqu'on en a beaucoup entendu parler ces quelques années, où c'est le gouvernement qui décide d'imposer son projet de loi en mettant en jeu sa légitimité et donc en s'exposant à une motion de censure. Les amendements. Alors, d'abord, un amendement a au moins 3 voire 4 voix possibles. Un amendement, il est présenté soit par un député, soit par un groupe de députés. Il est soutenu. En général, il est soutenu en commission de manière un peu longue. Quand c'est en séance plénière, c'est 2 minutes. Donc, il est soutenu pour en donner les arguments. Et ça peut se faire soit en commission des finances, soit en séance plénière. Et ça peut se faire donc dans la commission des finances de l'Assemblée ou du Sénat et dans la séance plénière de l'Assemblée ou du Sénat. D'accord? Donc, un amendement, finalement, il a 4 opportunités, 4 possibilités d'être présenté.
Comment se passe la présentation et l'avis de cet amendement? Il est soutenu par le député qui l'a écrit. Il y a ensuite un avis du gouvernement qui va donner un avis soit positif, soit négatif. C'est plutôt un avis en général politique, c'est plutôt un avis de, un peu de forme, hein, parce que le gouvernement a souvent tendance à ne pas accepter les amendements qui ne viennent pas de son bord. Donc c'est plutôt un avis en général plutôt politique, alors que l'avis du rapporteur est un avis plutôt technique. Donc là, le rapporteur de la commission en général donne un avis technique et explique pourquoi cet amendement est pertinent ou ne l'est pas. Et puis, une fois la discussion terminée, les parlementaires vont voter. Et donc, cette décision va sortir. Soit l'amendement est adopté, auquel cas on l'ajoute à la loi de finances, soit il est rejeté, auquel cas on ne l'ajoute pas à la loi de finances, sachant qu'il peut être représenté en séance plénière, puis représenté en commission des finances au Sénat, puis représenté en séance plénière au Sénat. Il arrive qu'un amendement tombe. Alors, un amendement, il peut tomber pour deux raisons. Soit il tombe parce qu'il est en contradiction avec un autre amendement qui a été voté ensuite, donc auquel cas ça fait tomber l'amendement précédemment accepté, soit parce que l'ensemble du texte sur lequel il avait été adopté est lui-même tombé. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec certains amendements dont on va vous parler. L'amendement avait été accepté, mais le texte étant tombé, étant rejeté dans sa globalité par la commission, l'amendement qui va avec tombe. Et c'est donc le texte sans amendement qui va continuer sa procédure en séance plénière. Concernant la proposition de loi de Martine Froger, alors là, on n'est pas dans le projet de loi de finances. On est dans une proposition de loi individuelle, comme l'ensemble des députés peuvent en faire, et les sénateurs d'ailleurs peuvent en faire. Martine Froger est une députée donc, du groupe LIOT, hein, qui veut dire Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, dans la première circonscription de l'Ariège, et elle a déposé cette proposition de loi qui vise à limiter le recours du régime de l'auto-entreprise à 2 ans. C'est une proposition de loi qui, évidemment, n'est pas un projet de loi, parce qu'elle n'est pas portée par le gouvernement, c'est une proposition portée par la députée, soutenue, j'imagine, par un groupe de parlementaires, au moins autour de son groupe politique. Et cette proposition de loi a la possibilité, une fois qu'elle est discutée, d'apporter un débat en séance plénière et d'être voté. Il n'y a pas, dans une proposition de loi, il n'y a pas forcément de démarche parlementaire complexe, comme ça peut être le cas dans un projet de loi. Alors, quels sont les amendements dénoncés par la Fédé? Il y en a 5, ou en tout cas, il y a 5 groupes d'amendements. Vous verrez que le 4e groupe est un groupe un peu large. Le premier amendement, il visait à diviser par 2 le seuil de franchise en base de TVA. Alors, ce n'est pas un amendement qui visait directement les auto-entrepreneurs, puisqu'il visait en réalité le seuil de franchise en base de TVA, c'est-à-dire le plafond de la TVA. Ça aurait entraîné quoi? Ça aurait entraîné évidemment une recette de TVA plus importante pour l'État, puisque l'État aurait touché plus de TVA à partir de 17 000 € de facturation. Donc, évidemment, pour les finances publiques, c'était, on va dire, une bonne aubaine. Pour les auto-entrepreneurs, ça aurait entraîné 2 choses. La première, c'est qu'à partir de 17 000 €, vous auriez dû, toutes et tous, prélever la TVA pour la reverser à l'État sur l'ensemble de vos factures. Et puis, vous auriez dû, évidemment, faire cette déclaration fiscale, soit tous les trimestres, soit tous les semestres, soit tous les ans en fonction des cas. Et ça aurait été, bien sûr, pour l'ensemble des services commerciaux, libéraux, professions libérales, artisanales, etc. Ça aurait entraîné la TVA pour tout le monde. Mais ça n'a pas été accepté. Cet amendement est tombé. Hein, on en reparlera tout à l'heure. Cet amendement est tombé et donc, a priori, le danger sur la TVA n'existe plus. Deuxième amendement, limiter la durée du régime seulement dans le BTP à 3 ans. Donc là, on était sur un amendement qui était finalement moins violent que celui de la proposition de loi de Martine Froger, puisqu'il limitait le régime seulement pour le BTP à une durée de 3 ans et pas de 2 ans. Le prétexte, c'était qu'il y a une concurrence déloyale dans le dispositif. C'est toujours le lobbying des artisans du bâtiment, et ce depuis quelques années.
Et effectivement, cette proposition d'amendement n'est pas passée. Ensuite, on avait un amendement sur la baisse des plafonds de chiffre d'affaires. Alors là, la baisse des plafonds de chiffre d'affaires, c'est une baisse des plafonds pour réduire en réalité les plafonds de l'ensemble des auto-entreprises à un niveau qui aurait imposé à toutes de passer à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est un amendement un peu technique qui aurait dit qu'au-delà d'un certain plafond de chiffre d'affaires, qui avait été fixé à 50 000 puis 60 000 euros, donc ça dépendait un peu d'ailleurs de la rédaction du texte, hein, ce n'était pas clair. Les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants, ça concernait tout le monde, auraient dû passer à l'impôt sur les sociétés. Et donc, on aurait eu une situation compliquée avec, là encore, des démarches administratives et comptables très complexes, avec un expert comptable, je pense, à la clé pour tous ceux qui auraient dépassé ce plafond. Évidemment, ce n'est pas une marge de manœuvre qu'on souhaitait, mais c'est un amendement qui, là aussi, est tombé. Enfin, deux derniers amendements. Alors, un groupe d'amendements d'abord, les activités de service à la personne, avec une logique très claire de limiter la nature des activités de service à la personne, donnant lieu à un crédit d'impôt. Donc, en fait, ça aurait permis à l'État de moins dépenser en crédit d'impôt sur les activités de service à la personne pour des activités qui concernaient plutôt le coaching sportif, le gardiennage, le jardinage, le conseil informatique et les activités qui sont considérées comme plutôt non essentielles dans le langage des députés qui portaient ce type d'amendement. C'est une version un peu philosophique, une approche, on va dire, philosophique du service à la personne, où on pense que certains publics aisés bénéficiaient d'un abattement fiscal alors qu'ils avaient les moyens de payer ces services malgré tout. Au lieu d'adresser le sujet par la problématique du revenu fiscal de référence, ils l'ont approché par la problématique de la nature de l'activité. Donc, heureusement pour nous, ce sont des amendements qui sont tous tombés. Il y a eu beaucoup de remontées de la part de la Fédé là-dessus. On a écrit d'ailleurs un certain nombre de parlementaires. Et pour l'instant, les amendements n'existent plus. Et enfin, dernier amendement, l'interdiction de l'utilisation de logiciels non certifiés. Alors, je ne vais pas être trop technique. Un logiciel certifié, donc un logiciel de facturation, est un logiciel qui doit assurer un certain nombre de règles techniques et légales, comme le fait qu'une facture est intangible, qu'elle est inaltérable, qu'elle ne peut pas être cette facture ne peut pas être modifiée, cette facture ne peut pas être effacée, et on ne peut pas avoir un mode test pour gérer des factures qu'on peut ensuite supprimer du grand livre, ou du livre de compte. La plupart des éditeurs de logiciels s'auto-certifient et donc apportent la garantie à l'État que le logiciel fonctionne correctement. Et le parlementaire a considéré que c'était un peu trop facile pour les éditeurs et donc estime qu'il faut désormais passer par un organisme certificateur externe, certification qui coûte évidemment très cher et donc qui va limiter le nombre de logiciels dans l'avenir. Et cet amendement est passé. On va y revenir. Ça peut avoir des incidences importantes sur le recours au logiciel de demain. Alors, qu'est-ce que nous avons fait depuis un mois pour lutter contre tout ça? Alors d'abord, on a été, avant même de parler de ce qui a été mis en avant, on a beaucoup veillé. On a veillé parce que vous vous doutez bien que tout ça, c'est pas miraculeux. Ça n'apparaît pas comme ça un beau matin. Il faut aller sur le site de l'Assemblée, surveiller l'ensemble des projets, surveiller l'ensemble des amendements, faire des veilles régulières, contacter les parlementaires, etc. Et donc, c'est évidemment un peu long. Et ensuite, on a fait 4 actions. On a donc monté la pétition en ligne que vous connaissez tous, qui a dépassé les 62 000 signataires, je crois, Axel. Oui. Donc, pétition qui a très bien fonctionné, qui montre que nous sommes actifs et que l'écosystème des auto-entrepreneurs se mobilise. Ensuite, nous avons communiqué sur les réseaux. On va revenir sur la question d'Olivier. Nous avons communiqué sur les réseaux, sur le site internet, dans les médias. Nous avons eu de très belles retombées presse, notamment dans la presse quotidienne régionale,
qui a fait écho de l'attaque en règle contre le régime de l'auto-entreprise et qui nous a permis de bien communiquer à l'ensemble des auto-entrepreneurs, de tous ceux qui nous écoutent et aussi des parlementaires. On a fait évidemment du lobbying en interpellant un certain nombre de parlementaires et en écrivant aussi au gouvernement, en demandant d'ailleurs des rendez-vous dans les prochaines semaines sur les sujets clés, les sujets qui me paraissent encore un peu sensibles et sur lesquels il faut qu'on continue à se mobiliser. Et puis enfin, on a fédéré l'écosystème de la micro-entreprise. On l'a mis ici sous vos yeux pour que vous les ayez en tête, mais surtout pour les remercier. Tous ceux qui sont présents ici ont relayé la pétition, se sont mobilisés, ont servi de relais et de porte-parole, nous ont donné aussi des idées d'action, ont aidé des rédactions de courriers et ont mobilisé l'ensemble de leurs affiliés, de leurs clients, de leurs membres. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Merci de vous être battus à nos côtés pour défendre la micro-entreprise. Alors, pour synthétiser l'état des lieux aujourd'hui et les résultats de notre mobilisation. Donc, on a 5 victoires et jusqu'à présent, une défaite. Donc, la division par 2 du seuil de franchise en base de TVA, c'est fini. La limitation de la durée du régime dans le BTP à 3 ans, c'est fini. La proposition de loi de Martine Froger, c'est fini. La proposition de loi a été retirée. La restriction des activités de service à la personne, c'est fini. La baisse des plafonds de chiffre d'affaires pour des raisons d'impôt sur les sociétés, c'est fini. Le seul point qui reste encore actif et qui est donc adopté, c'est l'interdiction de l'utilisation de logiciels non certifiés. Pour répondre à une question que j'ai vu passer, en général, les logiciels de facturation des banques ne sont pas certifiés. Ils sont auto-certifiés par la banque, mais ne sont pas certifiés par un organisme externe. ABI n'est pas certifié par un organisme externe. Il y a énormément d'acteurs qui ne sont pas certifiés par des organismes externes. Et donc, si cet amendement va jusqu'au bout de la course, il faudra soit que ces éditeurs se certifient par un organisme externe, soit arrêtent de commercialiser leur logiciel. Et l'Instant Gestion n'est pas certifié non plus. Et donc, ça va sûrement avoir un impact sur le coût du logiciel, puisque la certification est extrêmement coûteuse et elle est récurrente. Il faut la faire tous les ans. Alors, est-ce qu'on a gagné Est-ce qu'on a vraiment gagné la bataille jusqu'au bout? Est-ce qu'il faut qu'on arrête de se mobiliser? La réponse est non, on n'a pas gagné. Les menaces persistent, y compris en dehors de la partie logicielle. D'abord parce que, je vous l'ai déjà dit, les amendements peuvent être représentés, ils ont été rejetés, ils sont tombés, peuvent être représentés en séance plénière, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, peuvent revenir aussi en commission. Et donc, il faut que l'on reste très vigilant, et ce, jusqu'au 31 décembre 2024. On n'a pas le choix, on doit se battre jusqu'au 31 décembre. Ensuite, il faut avoir en tête que, certes, les amendements peuvent aussi être réinjectés par le gouvernement lui-même, puisque ces amendements ne venaient pas du gouvernement, mais parfois le gouvernement s'inspire d'un certain nombre de mesures portées par les parlementaires. C'est normal d'ailleurs, ça fait partie du débat démocratique. Mais si jamais le gouvernement ajoute des amendements dont certains nous déplaisent et que l'ensemble du texte est adopté par le biais du 49.3, à ce moment-là, ça s'imposera à nous. Donc, il faut aussi qu'on continue à se mobiliser du côté des ministères pour éviter qu'en cas de 49.3, des amendements divers et variés soient portés dans le texte. Et donc, c'est notre travail, dès maintenant, d'écrire des courriers au ministère, de les rencontrer rapidement et de montrer qu'on plaide pour une vraie stabilité du dispositif, pour l'absence d'un changement de règles. Et ce n'est pas sur l'entrepreneuriat populaire, l'entrepreneuriat, les 80% des toutes petites entreprises de France qui constituent le bas de la pyramide qu'il faut se battre. C'est plutôt sur les grosses structures. On n'a pas à chercher des économies ou des propositions de baisse de dynamisme sur les auto-entrepreneurs. Et puis Juste pour enfin, répondre, excuse-moi ouais, Grégoire, juste pour répondre à la question d'Eric, là, qui dit quelles actions sera mise en place en cas de 49.3, justement, on essaie d'anticiper et de prendre contact avec le gouvernement et justement d'être vraiment en amont et pas de se faire politique de l'autruche en se disant pour l'instant tout va bien et de découvrir qu'il y a des amendements 49.3. Donc l'idée de la FNAE, c'est vraiment d'anticiper et de collaborer avec les décideurs pour essayer d'éviter ce risque-là. Et si ça arrive, bah, on mettra d'autres actions en place. absolument. Alors, bien sûr, notre travail, c'est d'anticiper. C'est d'ailleurs l'état d'esprit de ce qu'on va faire également avec la proposition de loi. On va écrire
on a déjà pris contact, mais on va écrire de manière officielle à Madame Martine Froger pour faire partie de la consultation. C'est bien l'objectif. Elle l'a dit d'ailleurs, elle voulait faire une consultation générale des acteurs de la micro-entreprise, mais elle a en tête de redéposer une proposition de loi. Et donc, si on n'est pas assez convaincant ou assez pertinent dans les rendez-vous qu'on a avec elle, il faut s'attendre à ce qu'elle redépose quelque chose. Donc, on va devoir travailler, évidemment, en amont avec elle sur ce sujet. Donc, voilà où on en est. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui de manière assez synthétique, mais quand même un peu précise sur l'ensemble des dispositions qui ont été prises par les parlementaires. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions. Je vais les afficher si tu veux. On les prend dans l'ordre. Oui. Donc la première, on y a déjà répondu, Nicolas. Le logiciel de facturation mis à dispo par la banque en général ne sont pas certifiés. Question d'Eric. Non, ils ne sont pas certifiés. Alors, encore une fois, je rappelle que si l'amendement va jusqu'au bout, les banques et les gros acteurs de l'édition de logiciels ont la possibilité de payer une certification pour leur logiciel et surtout de modifier le logiciel. Il ne suffit pas de la payer, hein. Il faut aussi payer les développements nécessaires pour rendre la facture inaltérable, etc. etc. Est-ce que les deux logiciels comptables proposés par la FNE sont certifiés? Alors, non. Non, ils ne sont pas certifiés, hein, on l'a dit. Une certification, c'est à peu près 10 à 15 000 euros par an et par Et logiciel. par logiciel. Voilà. Donc, si jamais ça arrivait, on serait peut-être dans l'obligation d'arrêter l'édition du logiciel ou en tout cas de rendre notre abonnement beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'il est aujourd'hui. C'est très, très compliqué pour nous d'assumer ce prix aujourd'hui. Est-ce qu'on dit que l'amendement est passé, c'est qu'il avance dans le processus? Effectivement, c'est ça que ça veut dire, Marjolaine. Donc l'amendement est passé au niveau de la commission. Ça veut dire qu'il est donc inscrit dans le texte final qui sera présenté à l'Assemblée. Pour nous, ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'à l'Assemblée, il y a peu d'amendements qui sont, comme l'amendement a très peu de temps pour être défendu et que c'est beaucoup plus automatisé, c'est beaucoup plus industriel finalement en séance plénière. Donc il est rare qu'un amendement qui est passé en commission soit rejeté à l'Assemblée. C'est un peu le problème. Donc il faudra qu'on regarde d'autres manières de le faire. Peut-être qu'en cas de 49.3, il sera supprimé. Pouvez-vous vous expliquer le système Chorus pour les AE? Alors, il n'y aura pas de système Chorus pour les AE, ça sera directement par la plateforme, par les plateformes de dématérialisation. On fera un webinaire. On a encore un peu de temps. On fera un webinaire sur la facture électronique en cours d'année prochaine pour vous expliquer un peu où on en est. C'est en 2027 hein, pour les auto-entrepreneurs, donc on en est très loin. Ça va avoir des incidences importantes, notamment sur l'utilisation d'un logiciel de facturation, bien sûr, sur le respect d'un formalisme, ce qu'on appelle la facture X, et sur le fait de passer par une plateforme de dématérialisation pour envoyer vos factures lorsque vous avez des clients entreprises. À partir de quand le logiciel de facturation va devenir obligatoire? À partir de septembre 2027. Donc, on a largement le temps, même si dès aujourd'hui, nous vous conseillons d'utiliser un logiciel de facturation pour tout un tas de raisons, notamment parce que vous devez tenir, je rappelle, un livre de recettes et que ce livre de recettes est pour le coup une obligation légale et qu'un livre de recettes tenu sur un PDF, sur un Adobe, sur un Canva, même sur un Word ou sur un Excel, c'est quand même assez peu professionnel, même si vous ne faites que 15 ou 20 factures par an. Et au-delà du livre de recettes, il y a aussi les facturations qui sont obligatoires, qui doivent respecter des mentions légales. Donc, il faut aussi être attentif à ce point-là. Les mentions légales des factures, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, voire très nombreuses. La question du logiciel certifié impacte le logiciel gratuit comme avis? Oui, bien sûr, ça impacte absolument tous les logiciels. Tous les logiciels devraient être certifiés si cet amendement va au bout de la démarche. Même chose pour Instant Gestion, même chose pour Freebie. On ne va pas tous les faire, mais effectivement. Est-ce que cet amendement? Alors oui, cet amendement, il peut surtout être annulé si on a un 49.3. La réalité, c'est que, en général, quand le gouvernement, mais c'est toujours en général, hein, en général, quand le gouvernement procède par 49.3, il redépose le texte initial. C'est extrêmement rare, ça arrive un petit peu, mais c'est extrêmement rare que des amendements qui sont apparus au cours de la discussion parlementaire soient réintégrés dans le texte amené en 49.3. Donc ça, c'est effectivement la raison la plus plausible, la cause la plus plausible d'un abandon de cet amendement,
c'est qu'on passe un 49.3. L'autre raison, c'est que il y a un lobbying très fort de notre part qui fasse qu'en plénière, certains moments ne soient pas votés, mais ça va être difficile. Je ne cache pas que ça va être difficile. BP est-il Pareil. certifié? Non, il n'est pas certifié non plus. Et que nous reste-t-il comme moyen d'action en pratique? Alors, en pratique, les moyens d'action, on va sûrement vous demander de vous mobiliser de 2 manières. La première, lorsque la proposition de loi de Martine Froger Martine Froger rentrera en consultation, on vous demandera sûrement d'écrire des témoignages, d'écrire des courriers expliquant votre situation et pourquoi la limitation dans le temps du régime n'est pas pertinente et tout ce que ça concerne comme métier et comme activités diverses et variées pour lui faire toucher du doigt que l'écosystème global de l'auto-entreprise est très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur le partage de la pétition, vous pouvez le faire. On doit avoir encore plus de signataires et on doit avoir encore plus d'adhérents. Il faut vraiment, et c'est dans ces moments-là qu'on voit la force de notre fédération, il faut vraiment faire connaître la Fédé sur les réseaux, dans vos relations, dans vos collègues, que les auto-entrepreneurs ne connaissent pas encore assez la Fédération des auto-entrepreneurs. On n'est pas assez nombreux à pouvoir se faire le porte-voix. Je sais que le syndicalisme patronal n'est pas toujours évident, mais dans des moments comme celui-là, on doit montrer qu'on est nombreux et c'est pas normal finalement qu'on ait encore si peu de retentissement dans la population des auto-entrepreneurs. Une adhésion, c'est 12 € par an. Donc, ce n'est pas énorme, hein, c'est même tout à fait raisonnable. Le but de cela, au fur et à mesure, de diminuer le nombre d'auto-entrepreneurs, non, alors ce n'est pas forcément de diminuer le nombre d'auto-entrepreneurs de manière théorique, c'est plutôt de faire en sorte que certains lobbying, comme le lobbying du BTP, regagnent en fait une forme de monopole sur leur marché. Sur le terrain, ce n'est pas le cas, hein. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui travaillent avec des entreprises du BTP sur le terrain. Et il y a beaucoup d'entreprises du BTP qui font appel à des auto-entrepreneurs pour finir des chantiers, leur confier des petits chantiers moins rentables, leur sous-traiter des parties de chantier qui sont plus complexes ou moins, intéressantes pour l'entreprise. Mais dans les instances politiques du BTP, beaucoup de gens s'arc-boutent autour de cette idée que les auto-entrepreneurs sont des concurrents déloyaux. Et donc, ils cherchent à détruire ce régime pour se réserver des marchés plus importants. Voilà. On est vraiment sur une bataille de marché et sur une bataille d'influence. Est-ce qu'on doit obligatoirement faire appel à la chaîne de facturation? Non, ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment recommandé pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. La certification de l'ordre de... Tu as déjà répondu. Oui, 10 à 15 000 € par logiciel. Est-ce qu'ils ont tendance à remettre en avant en 2 cas? Bien sûr. Alors, c'est un des arguments principaux que nous mettons systématiquement en avant, Nathalie. Vous avez évidemment raison. Plus on va taper sur le régime de l'auto-entreprise et plus on risque de renvoyer une partie des auto-entrepreneurs vers du travail non déclaré, vers de la sous-déclaration. Et donc, et c'est la remarque inverse, c'est que plus on rend le régime simple, facile, capable d'amener de la croissance et du revenu, plus les gens seront à même de rester en ligne avec le droit, avec les cotisations, à payer leurs charges et à se constituer aussi une retraite. Là, j'imagine que c'est les arguments de Martine Froger dont parle Nathalie. Donc, c'est ceux que tu as évoqués tout à l'heure. C'est surtout le lobbying du BTP qui est en œuvre, je pense. Absolument. Elle le dit elle-même dans la presse, hein, d'ailleurs. Dans le logiciel de facturation certifié, à partir du moment où le logiciel de facturation est obligatoire, il sera obligatoire pour tout le monde. La limitation de 2 ans fera-t-elle partie de la proposition de loi? Alors, la limitation de 2 ans du régime fait partie de la proposition de loi, bien sûr. C'est le seul objectif de cette proposition de loi, de limiter le régime à 2 ans. Elle n'a pas circonscrit la limitation à 2 ans pour le BTP ou pour l'artisanat ou pour certaines activités commerciales, etc. C'est vraiment une limitation globale. C'est d'ailleurs la seule manière de le porter de manière constitutionnelle, hein. On ne peut pas interdire certains métiers ou certains secteurs à une limitation dans le temps. C'est vraiment pour tout le monde. Et donc, c'est le sujet. Elle aura peu de soutien, elle n'aura pas de soutien gouvernemental.
et elle aura, je pense, peu de soutien parlementaire. Il faut se méfier parce que l'Assemblée n'est plus ce qu'elle était, donc c'est toujours possible de trouver des accords d'alliance sur tel ou tel texte, mais ça va quand même être difficile de vendre cette proposition de loi à l'ensemble des parlementaires. Et quand on dit c'est pour tout le monde, c'est aussi pour les auto-entrepreneurs qui ont déjà créé leur activité, contrairement à certaines fake news qu'on a vu passer. Oui, alors quand on dit ça, c'est pas rétroactif, c'est-à-dire que si la loi passe, évidemment, les auto-entrepreneurs qui ont plus de 2 ans d'ancienneté ne vont pas être obligés de s'arrêter du jour au lendemain. Par contre, si la loi passe, si la loi passée, tous les auto-entrepreneurs actifs, y compris les anciens auto-entrepreneurs, auront 2 ans à compter du jour de publication de la loi pour exercer en auto-entreprise et ensuite changer de régime. Hein, c'est bien. Ça concerne bien à la fois les nouveaux auto-entrepreneurs, le flux entrant et aussi le stock des auto-entrepreneurs déjà existants. C'est effectivement du grand n'importe quoi. Aurore a raison. Des actions de type manifestation sont envisageables. Alors non, on n'envisage jamais ça. C'est très compliqué à mettre en œuvre. On l'a fait en 2013-2014 lors de l'épisode des Poussins, pour ceux qui s'en souviennent encore, avec à l'époque une proposition de loi de Madame Pinel, Sylvia Pinel, qui était un projet de loi gouvernemental, qui revenait exactement à la même chose, qui ont divisé les plafonds par 2 et ont limité le régime à 2 ans. Mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Peu d'auto-entrepreneurs sont disponibles en journée parce que vous travaillez tous chez vos clients ou sur des chantiers ou chez vous pour réaliser des missions. Donc, on a du mal à faire des manifestations de ce type. C'est plutôt, en général, une marque de faiblesse qu'une preuve de force. On préfère agir de manière beaucoup plus agile, comme on le fait avec des courriers, des pétitions, des newsletters, etc. Le projet de limiter le seuil de tolérance au premier seuil de TVA à 1 an. Non, il n'y a plus du tout de projet sur la partie TVA. Cet amendement est tombé définitivement. Et il y a des dispositions européennes qui nous protègent de ça. Ça, c'est un peu la chance que l'on a avec l'Union européenne, c'est qu'on ne touche pas au seuil de TVA sans en référer à la Commission européenne. Oui, on pourrait faire une formation. Alors, la formation au lobbying, elle est plutôt faite pour les mandataires et les conseillers de la Fédé. Je vois qu'Hubert en fait partie. On va travailler là-dessus. On a déjà commencé à travailler là-dessus, mais on va former tous ceux qui nous accompagnent, les 300 mandataires et conseillers de la Fédé, sur du lobbying. Pourquoi une telle attaque au régime? C'est effectivement l'intérêt du BTP. On en a déjà parlé. 6 seuils de 1 an encore d'actualité. Donc là, le seuil n'est plus d'actualité. On peut passer à la question d'après. Alors, la différence entre nous et l'UAE. Alors, la fédération, on a à peu près la même ancienneté, puisque nous, on est né en mars 2009, donc on a un peu plus de 15 ans d'ancienneté aujourd'hui. La différence principale, c'est que nous sommes un syndicat représentatif. C'est-à-dire que nous avons déposé depuis 2019 l'ensemble de nos comptes, l'ensemble de nos adhérents, l'ensemble de nos dispositions organisationnelles et de gouvernance auprès du gouvernement, notamment auprès de la direction de la sécurité sociale et de la direction générale du travail. Et donc, nous sommes un syndicat représentatif. Donc, à ce titre, nous siégeons. Donc, nous sommes saisis de l'ensemble des textes et nous siégeons à peu près partout, c'est-à-dire à l'URSSAF, au CPSTI, à la CNAF, à la CNAV, dans les URSSAF régionaux, les CPSTI régionaux, les CAF régionales ou départementales, les caisses générales de sécurité sociale en Outre-mer, l'ARP, puisque nous avons aussi gagné les élections au sein de l'ARP. Voilà, et je suis aussi représentant au sein du Haut Conseil au financement de la protection sociale. Donc, on a quand même une présence politique et institutionnelle qui est très forte, contrairement à l'UAE, qui est juste une association en fait de réflexion et de service. Alors, vous pouvez vous investir à nos côtés. Alors là, c'est clairement le cas. Partout où vous proposerez de l'aide, on la prendra. Il y a énormément de travail. Vous pouvez tout à fait agir comme bénévole.